Merci de nous rejoindre sur Europe 1. Europe 1, 13h, la suite avec vous, Céline Giraud, et vos deux chroniqueurs du jour, l'ancien magistrat Philippe Bilger et l'écrivain essayiste Paul Melun. Et l'actualité aujourd'hui incontournable, c'est évidemment la prise de parole télévisée d'Emmanuel Macron hier soir que vous avez suivi sur le conflit en Ukraine. La Russie ne doit pas et ne peut pas gagner cette guerre, a-t-il martelé. Alors il entretient surtout un concept militaire, l'ambiguïté stratégique. On l'écoute. Si la Russie venait à gagner, la vie des Français changerait. Nous n'aurons plus de sécurité en Europe. Qui peut penser une seule seconde que le président Poutine, qui n'a respecté aucune de ses limites et aucun de ses engagements, s'arrêterait là? La sécurité de l'Europe et la sécurité des Français se jouent là-bas. Si la Russie gagne cette guerre, la crédibilité de l'Europe sera réduite à zéro. La sécurité des Européens, quelle serait-il? Est-ce que vous pensez que les Polonais, les Lituaniens, les Estoniens, les Lettons, les Roumains, les Bulgares pourraient une seconde rester en paix? Et je ne parle même pas de la Moldavie, qui certes n'est pas dans l'Union européenne aujourd'hui, mais qui à la seconde serait menacée. Aujourd'hui, il faut avoir, pour reprendre une vieille formule de Churchill, le nerf de la paix. Allez, on va décortiquer cette allocution. Philippe Bilger, est-ce qu'en affirmant son ambiguïté stratégique, est-ce qu'il n'entretient pas l'escalade avec Vladimir Poutine ? Sûrement, mais en même temps, comment dirais-je, sans abuser de cette expression dont le président raffole, je considère que à partir de la modestie de mon approche, je ne suis un citoyen qui essaye de s'intéresser à la chose géopolitique, mais je n'ai pas la prétention de donner des leçons à ceux qui savent mieux que moi. Je considère que le constat qu'il a donné hier soir, est très clair, sans équivoque, et je le partage. Poutine est un dictateur, il est responsable de la guerre en Ukraine, c'est lui qui doit faire les premiers pas, paraît-il, parce qu'il est responsable de tout. Et simplement, une fois que le président a dit cela avec force et avec résolution, j'ai envie de lui dire, d'accord, mais à partir du moment où nous ne parvenons pas, en effet, à vaincre Poutine, à l'empêcher de dominer l'Ukraine, il faudra bien un jour, tout de même, donner sa chance à l'avenir, au futur de la paix. Et là, je suis un peu inquiet, dans la mesure où le président, aussi estimable qu'il soit dans cette approche internationale, a l'air de dénier par principe toutes les solutions alternatives qui sont données par des oppositions françaises, par exemple, qui ne sont pas illégitimes dans les propositions qu'elles peuvent faire. On n'est pas forcément un traître à la patrie et à la volonté d'en découdre avec Poutine lorsqu'on ne va pas exactement dans le sens d'Emmanuel Macron. Paul Melun. Et le problème avec le constat qu'a parfaitement résumé Philippe, le constat du président de la République, c'est que, en fait, derrière ce constat, du moment que vous dites Vladimir Poutine est responsable de tout, il est un autocrate, etc., etc. Bon, une fois que vous avez présenté les choses ainsi, et que vous dites la Russie ne doit pas gagner cette guerre, c'est donc que la guerre doit être gagnée par le parti adverse. Le parti adverse, c'est l'Ukraine. Nous sommes avec l'Ukraine, donc nous sommes en guerre avec la Russie, donc nous devons gagner la guerre. À un moment donné, si vous voulez, cette espèce d'ambiguïté stratégique, comme on aime à le dire, est tout simplement, en même temps, qui est insoutenable. Et effectivement, il manque, dans le discours du président, et les extraits que vous avez présentés le résument bien, il manque au président une porte de sortie. Si vous dites, le président Poutine est responsable d'absolument tout, c'est un autocrate, quelle porte de sortie offrez-vous à la négociation, au travail, avec les forums pour la paix, avec les pays tiers? Absolument rien. De fait, si Vladimir Poutine est un autocrate sanguinaire, ce qu'il est, eh bien, à ce moment-là, mettons-nous en guerre avec tous les autocrates sanguinaires de tous les pays. Allons protéger les Ouïghours face aux Chinois. Allons défendre l'Arménie face à l'Azerbaïdjan. Allons faire la guerre à Kim Jong-un en Corée du Nord. Et je pourrais vous en citer encore des dizaines. Donc, tout ça ne tient pas debout. Je ne vais pas faire la définition de la réalpolitik ici. Mais, de fait, la géopolitique, c'est la réflexion par rapport aux intérêts vitaux de la France. Et à la différence d'Emmanuel Macron, je ne crois pas que les intérêts vitaux de la France soient menacés par ce qui est en train de se passer au Donbass ou en Crimée. Par conséquent, je pense qu'il faut soutenir le peuple ukrainien et soutenir leur résistance, parce qu'effectivement, les Russes sont les envahisseurs dans cette affaire, tout en considérant et en faisant la généalogie de l'attaque des Russes, notamment effectivement le rôle de l'OTAN là-dedans, et ensuite qu'il faut mettre les parties autour de la table et aller à la négociation. Si cette porte ouverte n'est pas mise en place, eh bien effectivement, nous avons une escalade.
Vladimir Poutine utilise ce qu'a dit le président de la République et le diffuse auprès de tous les Russes qui ont eu ça. Dans certains bureaux de vote. Lorsqu'on va voter au bureau de vote, on a Emmanuel Macron, donc qui est vu comme un casus belli, ce que c'est d'ailleurs une déclaration de guerre d'Emmanuel Macron. Et donc tout ça est entretenu avec la propagande russe. De Napoléon. Oui, exactement. Voilà, et on sait bien que d'ailleurs la campagne de Russie de Napoléon, c'est pas ce qu'il a fait de plus malin. Oui. Donc si vous voulez, à un moment donné, il faut faire très attention parce que nous entrons dans un engrenage qui est dangereux. Dernier point, le président de la République, dans la même interview, nous explique qu'on a les moyens de faire face à Moscou, et quelques phrases avant, il nous dit que dans notre industrie d'armement, nous n'avons pas les moyens de faire face en armée conventionnelle, et que nous ne sommes pas suffisants. Alors, il faut savoir où on produit suffisamment en Europe et en France, et on a ce qu'il faut en termes d'industrie d'armement, où on ne l'a pas, et à ce moment-là, on fait profil bas. Mais là, on fait les choses à l'envers, c'est-à-dire qu'on menace l'adversaire, alors que nous sommes avec une petite cuillère, et que lui, il a un bazooka. Ouais. Donc certes, il y a les armes nucléaires, mais j'ose espérer que le président de la République ne pense même pas à ce type d'extrémité-là. Donc oui, je trouve très périlleux et très inquiétant l'exercice du président de la République. Alors, qu'en pensent nos auditeurs? Tiens, Philippe nous écoute en Aquitaine. Bonjour Philippe. Oui, bonjour. Bonjour, alors vous avez suivi cette allocution, qu'en avez-vous pensé? Très belliqueuse, mais la question n'est pas de savoir si on veut, mais si on peut. Oui. Et il y a une question sur laquelle on ne s'arrête jamais, ce sont nos soldats. Je suis moi-même ancien militaire et 2 enfants qui sont actuellement sous les drapeaux. À eux 2, ils doivent représenter plus de 10 OPEX. Hein. Oui. Alors moi, j'aimerais savoir si... OPEX pour nos auditeurs? C'est Opération extérieure. Ok, très bien. Moi, je suis prêt. Moi, j'aimerais se poser la question, est-ce qu'on est prêt à envoyer nos jeunes soldats mourir pour Odessa, comme il semblait l'avoir dit le président, alors qu'à ce jour, dans les tranchées ukrainiennes, la moyenne d'âge est de 41 ans. C'est-à-dire que nos soldats sont de 18 à 30, 40 ans. Et donc, on enverrait nos jeunes soldats se battre alors que la jeunesse ukrainienne, à l'heure actuelle, n'est pas mobilisée. Et la deuxième question que je me pose, c'est est-ce qu'on est prêt à voir défiler des centaines de cercueils sur les différents tarmacs ? Oui. Et d'entendre tous les soirs la litanie des noms disparus. Et tout ça, je le rapproche au matériel et à notre armement. C'est-à-dire, au niveau conventionnel, en ce moment, on est exsangue. On a un nombre de matériel en renouvellement lent qui est extrêmement conséquent. Je vais prendre par exemple les gazelles, parce qu'on s'est moqué du matériel russe, mais il faut savoir qu'en France, on a encore des hélicoptères qui ont plus de 40 ans. On a abandonné le renouvellement des chars Leclerc, et on est seulement à l'étude sur les drones d'attaque au sol. Il faut savoir qu'au Mali, quand on a fait venir les premiers drones des Américains, on a demandé à ce qu'ils ne soient pas armés. Et on a vu des chantiers, on les a armés par la suite. Donc si, effectivement, la Russie pose un problème, mais si on veut pouvoir avoir le dos pour s'y opposer, il faut commencer à s'armer. Il faut commencer... Vous avez raison. Vous avez raison, Philippe, et vous connaissez très bien le sujet, effectivement, puisque vous êtes vous-même un ancien militaire. Ils sont où vos 2 fils actuellement? Dans quel service? Ça, je vais le garder pour moi, mais ils sont sous-officiers d'activité. D'accord, très bien. Donc vous maîtrisez parfaitement effectivement le sujet. Merci beaucoup en tout cas pour ce témoignage, Philippe, qui nous écoute en Aquitaine. Alors est-ce que on ne place pas la diplomatie française en situation de malaise rapidement, Paul? Si, effectivement, moi je pense. Et effectivement, ce que nous dit Philippe est très important sur notre incapacité en armée conventionnelle à faire face à un conflit de haute intensité. C'est un peu du jargon, mais c'est exactement ce qu'a dit le président de la République hier. Donc quand dans la même interview, vous dites que nous ne sommes pas capables de tenir un conflit de haute intensité, tous les spécialistes le disent, et que dans le même temps, vous allez menacer une puissance militaire de l'envergure de la Russie, vous prenez un risque. Voilà. Mais on peut critiquer le discours du président, mais il est confronté à ce terrible étau qu'un président de la République française affronte assez régulièrement. Il y a la noblesse du discours qui doit être proférée et bien sûr, il y a l'infirmité et la pauvreté des moyens. Mais je dirais que pour une fois, cette volonté de tenir le en même temps de sa part n'est pas choquante. Allez, on reste ensemble, évidemment, dans quelques instants. On va se poser la question, peut-on publier un livre avec un homme politique quand on travaille dans le service public? On va revenir sur la suspension d'un journaliste de France Info dans quelques instants. À tout de suite sur Europe 1. Merci d'avoir choisi Europe 1. Vous écoutez Céline Giraud de 13h à 14h.